Merci beaucoup, bonjour, merci à Christine K et à Christine R et à Brigitte Autran de m'avoir invité à participer à cet anniversaire des 10 ans de Solstice. Je suis vraiment très heureux d'être là et je vais essayer d'aborder avec vous en une petite dizaine de minutes les aspects réservoirs et compartiments. Alors tout d'abord, vous avez tous l'habitude de ce qu'on mesure. On mesure en général la charge virale et ça c'est ce qu'on voit. C'est un bon outil, hein. On a démontré que c'était un outil prédictif, c'est un outil pour surveiller l'efficacité d'un traitement. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui est en dessous là, la partie cachée de l'iceberg. Et ça c'est ce fameux réservoir, cette infection cachée qu'on ne mesure pas. Alors cette infection, elle est où? Elle est essentiellement dans les cellules, comme vous l'ont dit Assière et Antoine, donc dans ces cellules latentes avec l'intégration du virus dans ces cellules, mais elle est aussi dans des réservoirs anatomiques, le système nerveux central, beaucoup dans le tube digestif, le compartiment génital masculin ou féminin, et vous vous doutez bien qu'en routine, on ne va pas pouvoir aller faire des biopsies de tubes digestifs ou aller recueillir des liquides, des fluides sexuels ou faire des ponctions lombaires à tout le monde. Et donc c'est pour ça que ce qu'on mesure de façon habituelle pour essayer d'approcher ce réservoir, c'est cet ADN viral qui va s'intégrer dans les cellules, puisqu'en faisant une prise de sang, on a accès à ces cellules, et c'est ce qu'on peut mesurer de façon plus simple. Mais ce réservoir-là est un reflet de tout ce qui se passe dans l'organisme, puisque le sang périphérique va balayer tous les organes, et quand vous allez prélever à un moment des cellules mononucléées du sang périphérique pour mesurer cet ADN, vous avez une photo instantanée de ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisme, y compris de ce qui se passe dans les réservoirs anatomiques qu'on va appeler les compartiments. Alors on va tout d'abord parler du réservoir cellulaire, puisque c'est celui qu'on mesure facilement. Et donc ça, cette diapo, vous l'avez déjà vu, juste pour vous rappeler que le niveau s'établit très tôt dès la primo-infection, et qu'en histoire naturelle de la maladie, si on ne fait rien, si on laisse évoluer la maladie, ce niveau, ce réservoir va être beaucoup plus élevé au stade SIDA. Et donc clairement, ce réservoir s'établit tôt et puis en histoire naturelle, il va petit à petit, la production virale va ensemencer de nouveau des nouvelles cellules et le stock, la partie cachée de l'iceberg, va augmenter. Et ce qui est particulier, c'est ces fameux patients-là, les HIV contrôleurs ou les contrôleurs post-traitement, qui eux vont garder un niveau de réservoir bas. Alors à quoi ça sert de quantifier ce réservoir une fois qu'on est à la phase chronique de la maladie? Eh bien, je vais vous montrer que ça peut servir dans certains cas, par exemple pour des allègements thérapeutiques. Là, c'est un essai qui a été mené chez des patients naïfs de traitement, chez lesquels on a comparé une monothérapie avec du lopinavir boosté par rapport à une trithérapie classique, AZT, 3TC, lopinavir boosté. Et vous voyez globalement ici, là, c'est le bras trithérapie, là, c'est le bras monothérapie. En vert, vous avez le succès. En bleu, vous avez les charges virales qui restent détectables entre 50 et 400. En orange, c'est les échecs à plus de 400. Et vous voyez globalement dans le bras monothérapie, on a plus de bleu et d'orange que dans le bras trithérapie. Donc il y a moins de patients qui arrivent à contrôler leur charge virale à moins de 50 copies sous monothérapie par rapport à la trithérapie. Et alors, qui sont les patients qui arrivent à contrôler la charge virale avec seulement une monothérapie? Eh bien, ce sont ceux qui ont un ADN VIH bas dans les PBMC. Donc, clairement, c'est un facteur prédictif du succès d'un traitement allégé en première ligne, monothérapie versus trithérapie. À la phase chronique de la maladie, on a exactement les mêmes résultats. Là, c'est un essai de monothérapie chez des patients qui avaient déjà démarré une trithérapie depuis plusieurs années et chez lesquels on va proposer soit une monothérapie de darunavir boosté, soit une trithérapie classique avec du darunavir boosté. Dans les deux cas, en vert, c'est la trithérapie. Il y a un peu plus de contrôle virologique à un seuil de 50 copies dans le bras trithérapie que dans le bras monothérapie. Là aussi, c'est pareil. Qui sont les patients qui vont contrôler leur charge virale à moins de 50 avec une monothérapie? Eh bien, ce sont ceux qui avaient, le jour où on a mis en place la monothérapie, un ARN très bas à moins de 1 copie, et c'est ceux qui avaient un ADN VIH très bas. Donc là aussi, un autre exemple où cet ADN va pouvoir nous servir comme marqueur pour prédire le succès virologique d'un allègement thérapeutique. On peut aussi s'intéresser à des cas d'interruption de traitement chez des patients qui avaient été traités au stade chronique. Et donc là, c'est l'histoire de l'essai SALTO, donc pareil, un essai ANRS, chez des patients qui avaient démarré un traitement
très tôt à plus de 350 CD4 avec une charge virale relativement modérée à 50 000 copies. Donc 95 patients étaient dans ce cas-là et chez ces patients-là, on a proposé un arrêt du traitement. Et vous voyez qu'il y en a 7 sur les 95 qui maintiennent une charge virale à moins de 400 copies un an après l'arrêt du traitement. Et quand on se place à 2 ans, il y en a encore 4, à 3 ans, pardon, il y en a encore 4 qui maintiennent une charge virale à moins de 400 copies, alors que ça fait 3 ans qu'ils ne reçoivent aucun traitement. Et le seul facteur prédictif chez ces patients-là, c'est le fait d'avoir un ADN VIH très bas, inférieur à 10 copies par million de PBMC. Donc là aussi, le niveau d'ADN est prédictif chez certains patients de la possibilité du maintien du contrôle après arrêt du traitement. Et ceux-là, ils n'ont pas du tout été traités en primo-infection. Ils ont été traités au stade chronique de la maladie, mais à un niveau peu avancé de la maladie. Pour vous donner aussi un aperçu de ce qui se passe dans les compartiments et les réservoirs anatomiques, parce que c'est important notamment dans le tractus génital, parce que c'est corrélé au risque de transmission, on a mené... Alors, ces réservoirs anatomiques, ils ont la particularité d'être isolés par des barrières anatomiques, la barrière hémato-encéphalique, la barrière hémato-testiculaire, qui vont isoler ces compartiments et parfois être imperméables à certaines classes de médicaments. Donc vous pouvez avoir, en fonction des caractéristiques d'une molécule, quand on a une trithérapie qui est active dans le sang, dans le compartiment, on peut avoir parfois seulement 1 ou 2 médicaments sur les 3 qui diffusent bien, et du coup on a un risque d'être en concentration suboptimale et en mono ou en bithérapie dans le compartiment, alors que dans le sang tout va bien, et quand on fait la charge virale dans le sang, on a une charge virale indétectable. Et donc on s'est intéressé à des hommes, 157 hommes, qui avaient une charge virale plasmatique strictement indétectable depuis 3 ans. Et chez ces hommes-là, on a mesuré le virus dans le sperme. Et on a trouvé du virus dans près de 8% des échantillons de sperme, alors que cette charge virale était strictement indétectable dans le sang depuis plus de 3 ans. Et on a essayé d'identifier les facteurs prédictifs qui étaient associés à ce risque de trouver du virus dans le sperme. Le fait d'avoir un antécédent sida, c'était pas associé. Le nadir des CD4, non plus. La durée depuis le premier traitement, non plus. La durée sous traitement stable, non plus. La durée d'indétectabilité n'était pas associée au risque d'avoir du virus dans le sperme. On a aussi fait des quantifications d'ARN dans le plasma ultra sensibles avec un seuil de 10 copies. Et le fait d'avoir une charge virale dans le plasma à moins de 10 copies ou à plus de 10 copies, ça n'était pas associé avec le risque d'avoir du virus dans le sperme. Le fait d'être co-infecté par les hépatites virales, non plus. Le niveau d'observance thérapeutique, non plus. La présence d'une infection sexuellement transmissible au moment où on a fait le prélèvement, non plus. Le nombre de partenaires sexuels n'était pas associé à ce risque d'avoir du virus dans le sperme. Le seul paramètre qui était associé, c'était l'ADN VIH dans les PBMC. Et les hommes qui avaient un ADN à plus de 318 copies par million de PBMC étaient 3 fois plus à risque d'avoir du virus dans le sperme que ceux qui avaient un ADN à moins de 318 copies. Donc là aussi, cette mesure du réservoir par le biais de l'ADN VIH dans les PBMC peut aussi être un argument pour voir si oui ou non on a un risque d'avoir du virus dans le sperme alors qu'on est parfaitement contrôlé dans le sang. Donc en fait tout se rejoint, c'est-à-dire que vraiment cet ADN VIH est vraiment le reflet de ce qui se passe dans les autres compartiments. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait on a près de 26 millions de personnes à traiter. Alors cure, la rémission, la cure, c'est le rêve, mais peut-être que ça ne marchera pas chez tout le monde. Et donc pour la majorité des personnes, il faut qu'on envisage d'autres stratégies. Donc évidemment, on sait que la trithérapie, ça marche, mais si le niveau d'ADN était un peu plus bas, peut-être qu'on pourrait faire de la monothérapie. S'il était encore plus bas, peut-être qu'on pourrait faire des traitements intermittents. Et dans ce cas-là, on va réduire non seulement l'exposition aux antirétroviraux, mais aussi le coût, et ça c'est un argument non négligeable. On va aussi réduire le risque de transmission, plus cet ADN VIH est bas, plus on va réduire le risque de transmission. Et peut-être qu'on peut aussi envisager, dans certains cas particuliers, d'arrêter les traitements si jamais cet ADN VIH était strictement indétectable. Donc tout ça, ce sont des stratégies, ce sont des pistes, et
la vraie question, c'est chez la personne lambda qui a été traitée au stade chronique, est-ce qu'on peut diminuer ce réservoir? En primo-infection, on a vu qu'effectivement, le meilleur moment, c'était traiter en primo-infection. Voilà ce qui se passe au stade chronique. Quand on traite avec une trithérapie classique, ça bouge très peu. Donc, ça ne diminue pas. Donc, il faut faire d'autres interventions. Alors, il y a des pistes. L'intensification, c'est-à-dire rajouter une 4e molécule ou une 5e molécule à la trithérapie en cours. Et globalement, je ne vous détaillerai pas les études. Les résultats sont assez décevants en termes de réduction du réservoir. Il y a les autres stratégies qui seraient d'activer, de réveiller les cellules latentes pour qu'elles crachent l'ADN qu'elles ont intégré, qu'elles se vident de leur réservoir. Et comme le patient est sous traitement, les nouveaux virus produits ne pourront pas infecter de nouvelles cellules. Et donc du coup, là, on va vraiment pouvoir purger les réservoirs. Et là, il y a plein de pistes avec des facteurs d'activation de la latence, plusieurs voies à explorer que je ne vous détaillerai pas parce que j'ai pas le temps, mais on pourra en parler pendant la discussion si vous voulez. Et pour finir, donc vous l'aurez compris à travers nos différents topos, l'idéal c'est d'identifier les gens en primo-infection, mais si on ne le fait pas, le mieux quand même c'est d'améliorer le dépistage pour diagnostiquer la maladie au stade asymptomatique et de démarrer le traitement le plus tôt possible, avant que les CD4 soient bas, avant qu'on soit au stade sida, parce que là les niveaux d'ADN qui sont atteints sont quand même très élevés et on aura sûrement du mal à les abaisser. Et puis je finirai en vous posant une question à vous. Et est-ce que vous pensez que cet ADN VIH est un nouveau biomarqueur utile pour une prise en charge thérapeutique à la carte? Et je serais ravi d'avoir votre avis pendant la discussion. Merci.